Bonjour à tous, ravi d'ouvrir cette nouvelle édition d'Impact Santé par cette séquence politique, éthique, scientifique, économique qui servira quelque part de porte d'entrée à cette passionnante après-midi. Autour de moi, Maria Melchior, vous êtes épidémiologiste, directrice de recherche à l'INSERM et cette année, vous animez la chaire de santé publique du Collège de France. Professeur Jean-François Delfrécy, un pilier de l'événement, vous êtes immunologiste et président du Comité consultatif national d'éthique. Vous avez été la cheville ouvrière des plans français de lutte contre le VIH et Ebola. Et bien sûr, nous nous en souvenons tous, président du conseil scientifique pendant la pandémie Covid-19. Professeur Jean-Yves Blais, vous êtes à la fois oncologue et directeur général du centre Léon Bérard à Lyon. C'est une double casquette qui est rare dans le monde hospitalier. Vous êtes également président d'Unicancer France. Notre débat va aborder quelques grandes problématiques que soulève la situation et l'avenir du système de santé, prise en tenaille de réalités et d'injonctions implacables. J'en cite quelques-unes. Qui sont à la fois structurelles et conjoncturelles, le déficit de l'assurance maladie, le contexte politique instable, la bureaucratie et un cadre réglementaire sclérosant parfois, le vieillissement de la population, le nombre croissant de malades chroniques, la santé dégradée des jeunes, les inégalités territoriales et sociales, l'inflation du coût des innovations qui se répercute en bout de chaîne, et puis une consommation médicale qui progresse inexorablement. Bref, dans ces conditions, comment perpétuer notre système fondé sur la solidarité? Et quand je dis comment perpétuer, je devrais ajouter, veut-on le perpétuer, le sanctuariser? Sommes-nous prêts à nous donner les moyens d'y parvenir collectivement? Par nous, j'entends les citoyens, les patients, les praticiens, les chercheurs, l'industrie, les pouvoirs publics. Ou bien préférons-nous laisser ce modèle glisser vers une mécanique résolument libérale, synonyme d'individualisation et donc d'iniquité? Après tout, cette alternative existe et elle doit être considérée. La démocratie en santé est une expression centrale de la démocratie et finalement, c'est bien notre projet de société qui est en jeu. À un an de la présidentielle, la question est de savoir qui, parmi les prétendants à l'Élysée, aura le courage de mettre en débat politique, mais aussi et surtout en débat citoyen, la confrontation de ces injonctions que je viens d'énoncer et qui convoquent une notion à la fois très simple et très complexe, l'exercice de la responsabilité. Nous sommes donc bien à l'heure des choix. L'étude Ipsos BVA pour la Fondation Jean Jaurès et le Cevipof, détaillée par Le Monde hier soir, est très claire. Préserver le système de santé figure en tête des priorités des Français en vue de la présidentielle. Mais d'abord, que vous inspirent les uns et les autres les résultats du baromètre? Et pour rebondir sur mon introduction, comment interpréter cette appétence évoquée des moins de 35 ans pour la gestion privée de la santé? Comme une forme d'indifférence à la solidarité, ou plutôt, comme l'évoquait justement ma consoeur à l'instant, une critique de la gestion publique de la santé? Maria. Bonjour, merci de l'invitation à participer à ce débat. Alors, moi, j'ai une première réaction face aux chiffres qui ont été cités, c'est que d'abord, on pose aux gens des questions assez théoriques. Et en écoutant les résultats de l'enquête, je repensais aux 7 années que j'ai passées aux États-Unis où le système de santé est très largement privé, sauf pour des parties très particulières de la population, à savoir les personnes âgées et les personnes les plus pauvres, et encore plus ou moins dans certains États. Et je ne sais pas si en France, les gens à qui on pose ces questions sur est-ce que vous êtes pour ou contre la privatisation du système de santé, à part peut-être pour ceux qui ont habité dans un contexte comme les États-Unis, ont une idée de ce que ça signifie, des coûts que ça engendre, de la désorganisation totale qui est impliquée et des problèmes d'accès aux soins, de retard de soins, etc., qui sont générés. Donc je suis un peu sceptique sur ces résultats, voilà, pour dire. Je pense que le système public devrait... Alors je suis fonctionnaire, donc j'ai un conflit d'intérêts peut-être, même si je ne travaille pas je travaille à l'INSERM et pas dans un organisme de soins, mais je pense que le système public ne se vend pas suffisamment bien et je ne suis pas certaine que des organismes de santé privés sont plus efficaces ou réduisent les coûts. Juste une toute dernière chose,
à la toute fin, donc il était question de la place que les entreprises peuvent prendre dans le fonctionnement du système de santé. En fait, elles jouent déjà un rôle en payant ce qui s'appelle des cotisations sociales. Et peut-être que ce qui est important, c'est de mieux expliquer là aussi comment ces cotisations sociales contribuent à un système de santé qui est quand même parmi les plus universels qui existent dans les pays occidentaux. Jean-François et Jean-Yves, est-ce que vous partagez justement l'analyse de Maria? Est-ce que finalement le sujet de la santé est un point de cristallisation, alors non pas d'un poncif ou d'un lieu commun, mais d'une chose qu'on entend très souvent, qui est que la gestion privée est toujours meilleure, plus efficace que la gestion publique? Est-ce que la santé, justement, fait partie de ces sujets-là? J'en sais strictement rien, si la gestion privée serait meilleure qu'une gestion publique. Et personne n'en sait rien d'ailleurs, hein, il me semble. Non, je partage évidemment l'analyse. Pour avoir été aussi aux États-Unis un certain temps, on se rend compte du problème majeur que les Français perçoivent d'ailleurs dans leur bon sens, qui est l'accès aux soins, hein, qui était l'accès aux soins pour les personnes les plus défavorisées, qui est dans des conditions très très différentes. Non, je retiens de l'enquête, mais surtout du papier du Monde de hier, hein, que le problème de la santé est un enjeu pour nos citoyens. Et ça sort, ça se voit bien dans la courbe qui a été présentée, parce que la santé, c'est un élément de notre démocratie, on aura l'occasion d'en reparler, mais c'est un point totalement essentiel, et je pense que les Français en sont pleinement conscients. Voilà, c'est ça que je retiens surtout. Jean-Yves, vos patients eux-mêmes ont conscience de ce que nous évoquons à l'instant? Oui, je pense que je rejoins ce qui vient d'être dit. Probablement qu'un des éléments d'interprétation de ce qui vient d'être montré en termes de réponse, et notamment de la jeune génération, vient probablement du fait qu'il y a une perception d'un système qui devrait être équitable et qui, en réalité, factuellement, ne l'est pas. Environ 10% des citoyens de notre pays n'ont pas un médecin traitant. Les délais pour avoir des rendez-vous de consultation aussi triviaux que dermatologie, cardiologie essentiels sont parfois très longs pour des enjeux qui sont perçus comme vitaux. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Donc en fait, c'est davantage une demande d'une meilleure efficacité d'un système public qui, je pense, profondément n'est pas remis en question. Mes patients sont pris en charge pour une pathologie prise en charge à 100%. Cancer. Et fort heureusement, il n'y a pas les inéquités que l'on peut constater dans d'autres pays, à commencer par les États-Unis, où ça peut être parfois très, très impressionnant pour nous. Mais il y a pour autant une exigence de plus grande efficacité qu'il faut entendre. Cette question de l'accès égal ou inégal aux soins, il se pose dans votre domaine en particulier, hein, qui est l'oncologie. L'accès aux thérapies innovantes, est-ce qu'il est assuré pour tous ou pas? On va prendre un exemple. Vous êtes situé à Lyon. Un patient qui est à Valence ou à Montélimar, qui ne peut pas se déplacer, a-t-il accès aux mêmes soins qu'un résident suisse qui, lui, a la possibilité de se rendre à Lyon? Alors, c'est une bonne question, un exemple intéressant. Je pense qu'il y a plusieurs éléments de réponse qui vont conduire à une réponse qui est plutôt non. Plutôt non parce que ça va être plus difficile d'avoir accès à l'entrée dans le système médical si on n'a pas de médecin référent et si on est très loin des centres de santé ou des structures hospitalières. C'est évident. Maintenant, une fois que les personnes peuvent rentrer dans le système, notre système de santé, notre sécurité sociale permet d'avoir accès à un certain nombre de tests diagnostiques, pour la cancérologie, par exemple, des tests moléculaires. Là encore, inéquité. Il y a des remboursements qui ne sont pas effectués de la même manière. Le système de remboursement est extrêmement complexe. On tente d'ailleurs de le rendre plus équitable depuis plusieurs années, mais c'est une démarche qui est longue. En ce qui concerne maintenant l'accès aux médicaments, là par contre, c'est parfaitement équitable. Il y a des médicaments qui sont remboursés, il y a des médicaments qui ne sont pas remboursés. Alors, effectivement, dans l'exemple de la Suisse, qui est voisine de la région Rhône-Alpes où j'exerce, la situation est un petit peu différente. Mais si le médicament, globalement, n'est pas remboursé en France, le patient ne pourra pas y avoir accès, à moins de payer. Mais ce qui est interdit dans le système français, on ne peut pas faire payer à un patient un médicament qui n'est pas remboursé pour une maladie prise en charge à 100%, comme le cancer. Un médecin que je sollicitais en préparation de cette journée a presque résumé finalement l'objet de notre débat par une question. Est-il raisonnable de placer sous dialyse un nonagénaire déjà affaibli? Alors la question peut sembler abrupte, en réalité elle est tout à fait lucide et elle résume bien la question à la fois éthique et économique de notre système de santé. Est-ce que vous avez une réponse justement à cette question?
Alors, je pense qu'on va tous avoir une réponse différente. Mais en fait, l'éthique, de ce point de vue-là, est assez simple. Soit on a affaire à un nonagénaire qui n'a pas de facteur de risque autre et dont l'espérance de vie est bien connue de nos amis épidémiologistes, soit on est sur quelqu'un de fragile. Mais la question va se poser également sur des patients peut-être plus jeunes, avec des pathologies associées pour lesquelles l'espérance de vie peut être courte. Et là, la logique, en fait, la question, elle est à quoi sert toute l'énergie et le coût que je mets en marche pour soigner le patient le mieux possible. Est-ce que tout est possible? Est-ce que tout est authentiquement utile? C'est ça la question éthique qu'il faut qu'on se pose. C'est moins une question d'âge, je crois, que de circonstances, une approche holistique du patient. Maria, l'épidémiologiste que vous êtes, a-t-elle une réponse justement à cette question? Non, pas vraiment. En plus, c'est pas exactement mon domaine d'expertise. Mais par contre, un symbole, en fait, cette question est un symbole pour nous rappeler qu'avec le vieillissement de la population également, vont se poser des questions d'ordre éthique et économique. Ce que je voulais quand même dire, c'est que si on parle d'équité et d'accès aux soins plus généralement, ce qui a quand même été assez largement démontré, c'est que plus il existe des protocoles et des recommandations assez claires que les médecins peuvent suivre, plus les inégalités ou les inéquités sont réduites. Et donc peut-être que, alors je sais bien que c'est complexe et qu'on ne peut pas envisager toutes les situations. D'ailleurs, dans le domaine, par exemple, de l'oncologie, il y a assez peu d'inégalités de soins par rapport à d'autres domaines parce qu'il existe des protocoles de prise en charge. Et donc, voilà, peut-être que ça pousse à ça, à réfléchir collectivement à des recommandations. Jean-François Delfraissy, vous vouliez rebondir ? Non, enfin, je voudrais redire autrement, revenir sur le problème de l'égalité versus l'équité. On a un modèle d'un français avec une sorte d'ADN français qui est l'égalité d'accès aux soins. Et on essaie de l'atteindre et on ne l'atteint pas. On ne l'atteint pas. Et probablement, c'est ça qui est un peu en train de se dégrader. Je vous rappelle, et là je parle sous contrôle d'une épidémiologiste, que si vous prenez le RER Nord-Sud à Paris, il y a une différence entre Sceaux et le 9-3 de durée de moyenne de survie qui est de l'ordre de 9 ans. 9 ans dans ce modèle égalitaire. Donc ça montre bien qu'il n'est pas égalitaire. Et si on veut aller un peu plus loin, et c'est très compliqué, on l'a vu lors de la crise Covid, mais on le voit dans d'autres enjeux, il existe en France une série d'environ 30 zones qui ne sont ni des villes, ni des banlieues, ni des départements, qui sont des zones un peu bigarrées, entre guillemets, qui cumulent tous les soucis. Les soucis d'accès à l'école, les soucis de santé, d'accès à la santé, qui cumulent l'accès au scolaire, enfin bon. Et où la notion d'équité, mais qui est très difficile à faire passer, mériterait que ça soit là où on mette le plus de moyens. C'est là où on serait le plus... Mais sommes-nous prêts, Jean-François Delfraissy, justement à opter pour davantage d'équité au risque de mettre en jeu cette notion d'égalité ? Alors, il y a du frein, parce que pour le politique, c'est compliqué de prendre ce type de décision, car vous voyez bien que c'est sélectionner un certain nombre de zones et avec toutes les questions qui se posent. Et à l'inverse, mais on aura l'occasion d'y revenir, dans ce qui nous attend, si on veut garder un modèle de solidarité tel qu'il est en France, même en le modifiant, mais si on veut rester sur un modèle de solidarité, on va être obligé de le faire bouger. Et pour le faire bouger, aller vers probablement là, le plus d'efficacité, et non pas en prenant le biais de l'équité, mais de l'efficacité, est un des points importants. Juste pour rebondir peut-être sur ce qui nous attend dans les années qui viennent, vous l'avez signalé, c'est un vieillissement majeur de la population. Vieillissement majeur de la population, avec un non-renouvellement, en tout cas un renouvellement qui est beaucoup plus faible, et donc qui pose, et avec, on estime qu'il va y avoir à peu près 35 millions de personnes qui seront en maladie chronique en 2035. 35 millions de personnes en maladie chronique. Un certain nombre de points sur leur maladie chronique, etc. Et qui va nous conduire tout doucement à une durée de survie qui va être plus importante. Mais dans le même temps, les premières projections qu'on commence à avoir d'une série d'organismes de recherche montrent que la durée de survie en projection de la population la plus jeune commence à baisser. Et c'est-à-dire, c'est impressionnant, c'est-à-dire que de dire que la population la plus jeune commence à baisser. C'est-à-dire que notre système, sans faire de choix véritable, sans faire de choix éthiques, sans faire de choix économiques pour l'instant, est en train doucement de s'installer dans une prise en charge de plus en plus efficace des plus anciens, peut-être,
et je mets ça sur la table, même si c'est difficile à entendre, peut-être au détriment de la santé des plus jeunes, en particulier de la santé psychique, mais aussi d'autres points. Ça veut dire que ça doit tous nous interroger sur finalement où nous souhaitons, où nous pouvons aller. Alors, certains répondront qu'il suffit de mettre plus de fric dans le domaine de la santé. Et on sait que ça ne va pas être possible. On sait qu'il y a d'autres enjeux qui sont en train d'arriver. Donc, comment on se sort de ce dilemme ? Le quoi qu'il en coûte appliqué à la santé, ce n'est sans doute plus possible. J'avais une question pour essayer de comprendre un petit peu les ressorts et l'origine des difficultés de notre système de santé. Est-ce que ces difficultés résultent pour partie d'un déficit de science ? Et quand je dis déficit de science, j'entends déficit de culture scientifique, d'éducation à la science, de confiance en la science. Je rappelle aussi que l'inculture scientifique caractérise une grande partie de notre classe politique. Est-ce que là, on a un vrai travail à faire pour se réapproprier l'enjeu de la science ? Ouais, je pense que c'est vraiment un point absolument, absolument fondamental. On a un niveau scientifique dans notre pays vis-à-vis de nos pays voisins qui, on l'a vu, a plutôt chuté ces années. Mathématiques, physique, biologie, on a des crus. Quand on voit les discours ambiants, on est frappé par le fait que la science, le principe même de la science, l'outil de Pythagore, de Newton, de Einstein, l'outil n'est pas compris. Et est remplacé par la croyance. Sans démonstration, sans donc réfutation, par définition. Et faire ça et ne pas appliquer la démarche scientifique aux décisions politiques aboutit à une catastrophe. On l'a vu dans un certain nombre d'événements récents, y compris pandémiques, où il y a un certain nombre de réflexions qui étaient totalement déconnectées de la réalité scientifique. Donc, pousser la science, l'éducation, et ne mettre que la science dans les décisions politiques, ça serait déjà une manière de commencer à résoudre les enjeux que nous voyons. Maria, j'avais une question plus particulièrement pour vous, puisque vous étudiez la santé mentale, notamment celle liée aux violences. On le sait tous, globalement, la santé mentale des Français semble se dégrader, celle des jeunes, mais pas seulement. En quoi est-ce un indicateur de la santé en général de notre société ? Et surtout, peut-on corréler ce constat à des dysfonctionnements, notamment capitaliste, notamment de notre modèle marchand, notamment du productivisme, notamment des pressions exercées dans les entreprises. Mais je ne pense pas qu'à ça. Mais est-ce qu'on peut justement déterminer cette origine-là ? Alors peut-être juste un petit mot pour clarifier de quoi il s'agit quand on parle de santé mentale, parce qu'il me semble qu'il y a quand même beaucoup de confusion autour de ce terme. Donc la santé mentale telle qu'elle est définie par l'Organisation mondiale de la santé, c'est bien sûr la présence de certains types de troubles psychiatriques, mais pas seulement. Et donc l'idée principale de ce concept de santé mentale, c'est qu'en fait il y a une continuité des symptômes émotionnels, de certaines, je sais pas, des traits anxieux, de l'hyperactivité ou de certains niveaux de concentration, et qu'au-delà d'un certain seuil, on peut avoir des symptômes qui correspondent à un trouble, mais que tout ce qui se passe le long de ce continuum a des effets sur nos vies, sur nos relations avec les autres, sur notre capacité à travailler, sur notre capacité à fonctionner, entre guillemets. Enfin, c'est comme ça que le définit l'OMS. Donc je pense qu'il faut quand même distinguer très clairement ce qui relève des troubles psychiatriques, dont on ne sait pas s'ils augmentent ou non parce qu'on n'a pas d'enquête, d'abord pour mesurer ça. On n'a pas d'enquête, on n'arrive pas en fait à mesurer l'évolution. Alors on pourrait, mais il se trouve qu'en France, on n'a pas d'enquête sur la prévalence des troubles psychiatriques depuis 2003. Donc on ne sait pas si les choses ont changé depuis. Après, on a des enquêtes sur la santé mentale. Santé publique France en particulier produit des chiffres, plus précisément sur la dépression, sur les symptômes de dépression et d'anxiété. On a aussi des chiffres de recours aux soins. Et ces différents indicateurs vont dans le même sens, à savoir qu'il y a effectivement une dégradation de l'état psychique de la population, en particulier les femmes, en particulier les 18-25 ans et les adolescents plus jeunes, les 14, 15, 18 ans. Donc, alors une des questions autour de la détresse psychologique, des symptômes d'anxiété et de dépression que les gens déclarent dans les enquêtes, ou qui les amène à consulter le système de soins, c'est est-ce que tout simplement on repère mieux certaines formes de mal-être ? Est-ce que du fait qu'on en parle, et c'est très bien, la santé mentale est la grande cause nationale cette année comme l'année dernière, il y a beaucoup d'actions de déstigmatisation pour essayer d'ouvrir la parole sur ces sujets, c'est très bien. Est-ce que le fait d'ouvrir la parole fait que les gens déclarent plus dans les enquêtes leur mal-être,
sont plus à même d'en parler à leur médecin, sont plus à même d'aller en parler à un soignant. C'est probablement pas toute l'explication, mais ça contribue à ce qui est plus de mal-être. Après, les facteurs qui sont associés sont très multifactoriels, c'est-à-dire, enfin, au-delà des effets de déclaration, disons, on peut se dire qu'il y a quand même aussi une dégradation de l'état psychologique des plus jeunes, notamment. Et ça, c'est très multifactoriel. C'est-à-dire que vous allez entendre que c'est la faute des réseaux sociaux, du fait que les jeunes passent trop de temps sur leurs écrans. C'est un phénomène nouveau et qui a sans doute des effets alors psychologiques peut-être, mais surtout sur leur sociabilité, sur leur manière d'être. On sait très bien que le fait de passer beaucoup de temps sur les écrans est associé à plus de sédentarité, par exemple. Donc ça, c'est pas très bon pour la santé mentale. Ça produit des problèmes de sommeil, c'est pas très bon pour la santé mentale non plus. Mais au-delà de ça, et je vais terminer là-dessus, beaucoup de facteurs de risque des problèmes psychologiques fréquents comme les symptômes d'anxiété et de dépression sont connus et ne vont pas dans le sens d'une amélioration. Par exemple, on sait que les problèmes socio-économiques sont très largement associés à une survenue plus fréquente des problèmes de dépression, d'anxiété. Le taux de pauvreté augmente depuis l'épidémie de Covid. Environ 15% de la population aujourd'hui vit avec un niveau de revenu inférieur au revenu médian. Chez les jeunes, l'accès aux études supérieures est pas forcément, est complexe, et les jeunes Français sont parmi ceux en Europe qui se plaignent le plus de la pression scolaire dès le collège et plus encore au lycée. Troisième élément, le marché du travail qui se dégrade aussi pour les plus jeunes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, obtenir un contrat à durée indéterminée est beaucoup plus difficile pour les 18-30 ans que ça n'était il y a quelques années ou que ça n'est pour des personnes plus âgées. Et ça, c'est lié aussi à des conditions de vie matérielles, notamment au logement. Voilà. D'accord. J'aimerais qu'on... c'est passionnant parce qu'on pourrait aussi évoquer comment le contexte climatique, même géopolitique, participe aussi aux angoisses des Français. J'aimerais qu'on s'arrête un instant sur la prévention, l'enjeu de la prévention. La prévention, je le rappelle, couvre seulement 2,6% des dépenses de santé, c'est-à-dire 8,7 milliards d'euros sur le 333 milliards de dépenses courantes de santé. Ça, c'est une donnée du ministère de la Santé. Pourquoi si peu quand tant de malades pourraient être épargnés et quand tant d'économies aussi pourraient être dégagées? Où sont les blocages? Et peut-être existe-t-il des adversaires de la prévention, c'est-à-dire des acteurs de la santé qui n'ont aucun intérêt à ce que nous développions la prévention? Jean-François Delfraissy. Alors, on a mis le sujet prévention pour la première fois dans les états généraux de la bioéthique qui se déroulent en ce moment. C'était la première fois, alors que d'habitude on aborde les sujets de l'innovation, autour du génomique, de la transplantation, des neurosciences, des organoïdes. On a mis deux sujets un peu sensibles, qui sont la prévention et la sobriété en médecine. La prévention, vous venez de rappeler les chiffres, on peut même les mettre un peu plus importants. Ils sont plutôt quand on compte l'ensemble, on peut aller jusqu'à 4-5% du budget par rapport aux 95%. Dans le même temps, et c'est un des points importants des dernières années, que les citoyens ne connaissent pas forcément, il y a eu énormément de progrès et l'innovation est devant nous. L'oncologie en ce moment en est un exemple, il y en a eu d'autres. Moi, je suis issu de l'innovation aussi. Et dans le même temps, si on regarde la réalité de la définition de la santé, qu'est-ce qu'est la bonne santé au niveau OMS, le soin, le care, l'innovation, tout ce qui sont les progrès de la médecine, ne représentent que 20%. Il y a 80% de la bonne santé, de notre bonne santé, qui sont liés à d'autres facteurs qu'on appelle les déterminants de la santé, les comportements, qui sont des facteurs comportementaux, l'alimentation, l'exercice alimentaires, physique, etc. Environnementaux, et sur lesquels qui relèvent alors là complètement à la fois d'une prévention individuelle ou d'une prévention d'une vision plus collective. C'est-à-dire qu'on consacre finalement 95% du budget au care, 5% aux 80% qui font la bonne santé. Où est l'erreur? Alors l'erreur, elle est multiple. Probablement les médecins, les médecins qui sont très dans l'innovation, et on a raison d'être dans l'innovation. Mais on pousse évidemment à l'intérieur de formation des étudiants, etc. Dans une série de labos de recherche, on pousse là-dessus.
Et donc, du coup, ça se fait au détriment de la formation en santé publique dans un certain nombre de facultés de médecine où nos jeunes médecins sont moins formés à la santé publique. Le deuxième élément freinateur, ce sont les politiques. Et c'est une absence de décision politique. Si on veut faire basculer, passer sans renverser la table, mais mettons de 5% du budget sur la prévention à 7-8%, de monter à 1% ou 2% de temps en temps, c'est une décision qui est politique. Et ils ne la prennent pas. Pourquoi ? Parce que parler de prévention, c'est s'inscrire dans le moyen terme et dans le long terme, et alors qu'eux sont évidemment dans le court terme. On peut comprendre, mais enfin, c'est une réalité. Et puis le troisième frein, ce sont les citoyens eux-mêmes. Et on touche là à ce côté de ces enjeux éthiques autour de la liberté individuelle, l'autonomie de la personne. Finalement, j'ai le droit de faire un peu ce que je veux, hein, à titre strictement individuel, versus une vision plus collective. Si je veux fumer, je fume. Si je veux mal bouffer, je mal bouffe. Encore que là, ça soit plus compliqué, parce qu'on se le sait, c'est très lié à des déterminants sociaux. En sachant, pardonnez-moi, et à des déterminants économiques. En sachant, Jean-François, que la question est de savoir si demain, nous serons prêts à continuer de prendre en charge la personne qui fait le choix de fumer, celle qui fait le choix de mal manger, etc. etc. La réponse, à mes yeux, elle est sans équivoque. La réponse doit être oui. Oui, bien sûr. Parce que c'est là-dessus que repose la solidarité, quelque chose que je défends complètement, qui est notre modèle de solidarité. Même s'il doit être remis en cause sur un certain nombre de sujets. Mais si on commence alors à toucher à ce type de valeurs, on touche à des valeurs fondamentales de notre monde de démocratie occidentale. Jean-Yves, vous êtes d'accord avec le propos de Jean-François ? Vous êtes totalement d'accord, vous qui soignez justement des personnes qui parfois sont la cause elle-même de la maladie. Si on prend le cas d'un fumeur atteint d'un cancer du poumon, est-ce que les questions qu'évoque Jean-François se posent également à vous-même ? Et deuxième question, Jean-François évoquait la sobriété, l'enjeu de la sobriété, qui semble être finalement du bon sens. Si tout le monde fait un effort, si les patients consomment un peu moins, si les praticiens sont un peu plus rigoureux, les industriels plus raisonnables, je ne sais pas si c'est possible, les pouvoirs publics sont plus courageux, ben finalement, on gagnerait quelques pourcents qui profiteraient à tout le monde. Donc deux questions finalement distinctes l'une de l'autre, mais j'aimerais avoir votre réponse. Deux longues questions, mais je vais être bref. Je suis tout à fait d'accord tout d'abord avec Jean-François Delfrécy. Bien entendu, il faut prendre en charge tout le monde, quels que soient les facteurs de risque. On n'imagine pas ne pas traiter un patient atteint de tétanos parce qu'il a refusé sa vaccination antitétanique, évidemment, avec 50% de mortalité en plus. En revanche, il faut bel et bien s'assurer que tous les patients, tous les sujets, tous les citoyens, sont vaccinés de manière appropriée. Et je prends l'exemple de HPV, qui est quand même un exemple, j'hésite à le qualifier de dramatique, mais c'est pas loin d'être dramatique, français, le pays de Pasteur et de Descartes, quand même, où on doit culminer à 42% de vaccination dans la population, alors que l'Australie a quasiment éradiqué cette maladie, parce qu'on n'a pas agi il y a 10 ans, 1000 femmes vont mourir chaque année pendant les 10 prochaines années d'un cancer qui était parfaitement évitable si elles avaient été vaccinées. Ça, c'est quand je vois ça en tant que médecin, évidemment, j'en vois puisque je soigne des patients, même si ce n'est pas la patientèle que je soigne, c'est évidemment quelque chose qu'on ne peut pas laisser faire. Donc, en fait, il faut persuader, convaincre de la pertinence de l'approche préventive, non seulement les politiques, mais également le grand public. Tout le monde sait que le tabac cause le cancer. Combien il y en a qui fument dans cette salle ? Il faut qu'on ait des stratégies d'éducation basées sur une compréhension scientifique, probablement sociologique, probablement psychologique, qui nous permettent d'aborder ces questions-là et faire qu'effectivement, il n'y ait pas cette inéquité entre des catégories socio-économiques de patients qui sont capables de comprendre et de suivre les recommandations, d'adhérer au dépistage du cancer du sein, du cancer du côlon, du cancer du poumon, et d'autres qui ne le sont pas. Donc on a un travail à faire. Encore une fois, ça va être mon motto aujourd'hui, c'est le travail scientifique. On regarde une stratégie pour changer les choses et améliorer la situation des patients. En termes de confiance en la science, je rebondis sur ce que vous dites, y aura-t-il un avant et un après réseaux sociaux, un avant et un après pandémie Covid-19, un avant et un après Trump ? Est-ce qu'aujourd'hui on vit des moments de bascule dont on ne mesure pas en fait l'étendue parce que c'est à l'instant T, mais est-ce qu'on peut imaginer que notre
défiance, enfin notre confiance en la science, qui, selon d'ailleurs les études, soit progresse, soit décline. On n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, il faut être très prudent, mais en tout cas, cette confiance en la science est-elle aujourd'hui, non pas en péril, mais un petit peu menacée? Elle est un petit peu menacée, mais parce que tout simplement, il y a des iniquités également comment dirais-je, en pénétration de la science dans les différentes catégories de population. Certains ont plus facilement accès. L'outil réseau social est un outil extraordinaire. Vous pouvez trouver sur le téléphone une démonstration mathématique et l'apprendre en quelques instants, ce qui était inimaginable il y a une trentaine d'années. Mais personne ne se sert des réseaux sociaux pour faire ce genre de choses. Enfin, très peu de personnes se servent des réseaux sociaux. C'est un outil extraordinaire. Encore faut-il les utiliser au mieux. Et c'est là où les pouvoirs publics, et je crois, pour revenir à l'enquête, ce qu'attendent probablement les Français, ceux qui ont répondu, c'est une plus grande efficacité du dispositif. Ils seront convaincus lorsque l'efficacité sera au rendez-vous, une plus grande efficacité en tout cas, parce que c'est un dispositif qui est quand même efficace et qui débouchera sur effectivement moins d'iniquité. Je suis très convaincu de ça. Jean-François ? Non, je voudrais revenir sur le mot sobriété, parce que je comprends que la salle puisse ne pas bien comprendre ce que ça veut dire. La sobriété, c'est la sobriété dans le soin, c'est-à-dire aller jusqu'au juste soin. On nous apprend en médecine à faire, on ne nous apprend pas à ne pas faire. Et la question est de se dire alors que beaucoup de spécialités, l'onco, on est une fois de plus un exemple, mais c'est vrai en cardio, maintenant c'est vrai dans d'autres spécialités, les décisions sont de moins en moins individuelles de la relation patient-médecin, mais elles sont au niveau d'un groupe dans le cadre de ce qu'on appelle les RCP. Néanmoins, cette question de ne pas faire ou de savoir à un moment donné, dans des situations extrêmement difficiles, qui reste vraiment, à la fois je trouve la beauté de ce métier, mais la plus grande difficulté de ce métier, peut conduire à des situations qui sont parfois difficiles. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point dans la sobriété, c'est faire le constat suivant. Si on regarde dans le coût de la santé en France, et si on regarde le coût de l'unité santé, il est plutôt plus faible qu'ailleurs que dans les autres démocraties européennes. Pourquoi ? Parce que les soignants sont plutôt moins bien payés qu'ailleurs, moins bien payés qu'en Allemagne, qu'au Danemark. Le coût des médicaments, y compris des médicaments innovants, est plus faible qu'ailleurs, hein, même s'il est démentiel par certains côtés, mais il est plus faible qu'ailleurs. Et donc, où est le coût ? Le coût, c'est sur la consommation en santé. On consomme 17% de plus en actes de soins qu'en Allemagne, pour un résultat de niveau médical qui est à peu près équivalent. Ou, je vais vous donner un autre exemple qui est très parlant. Vous allez voir un médecin en Hollande, vous sortez de cette visite médicale dans 38% des cas avec une ordonnance. Vous allez voir un médecin en France, eh bien vous sortez avec 72% des cas avec une ordonnance. Donc la question est de se dire si on n'a pas laissé emballer par certains côtés le système, et que sur un certain nombre de points, touchant à une forme de sobriété, mais de bon sens, hein, de bonnes pratiques, de non-multiplication d'une série d'examens, il y a une enquête récente qui est sortie aussi sur la multiplication des arrêts de travail qui est en train de se faire, qui témoigne probablement en effet, qui rejoint le problème de la santé psychique des gens. Mais quand même, c'est-à-dire qu'on est dans un système qui est en train de s'emballer. Et moi, ma position est de dire, la seule façon, si on veut garder notre phénomène de solidarité intergénérationnelle, c'est s'engager plus dans la prévention QS, on l'a déjà discuté, et deuxièmement, de se dire que, somme toute, un peu de sobriété permettrait de gagner peut-être 2-3%, 3-4%, parce que si on ne fait pas ça, eh bien, on va se heurter au problème de la difficulté d'aller à l'innovation. Or, c'est fondamental qu'on garde l'innovation en médecine. C'est ça qui nous pousse, c'est ça qui rend service aux patients, etc. Donc, si on ne fait pas un peu de frein sur certains sujets, qui est parfaitement faisable, mais c'est toute notre responsabilité, eh bien, ça ne collera pas. On est vraiment au cœur de la question de la responsabilité individuelle. Le système, c'est un système, je laisse la parole bien sûr, ouais. Notre système de soins, il est tourné vers le soin, et ce n'est pas un système qui est tourné vers la santé. Et c'est ça le point fondamental.
Il est malheureusement l'heure de conclure. J'aurais aimé débattre avec vous de l'IA notamment, mais malheureusement on n'a pas le temps. Nous sommes à 1 an de la présidentielle. Alors je ne vous demande évidemment pas de nous soumettre un ou des noms de candidats, mais à quoi nous exposons-nous si aucun candidat n'a le courage de mettre le sujet de la santé en débat, à la fois en débat politique et en débat citoyen? Je commence avec vous, Maria. Et ça sera la conclusion. Oui, j'imagine qu'on se dirige vers la perpétuation du système tel qu'il est jusqu'à l'augmentation des inégalités, des non-accès aux soins qui vont... Donc c'est déjà un tout petit peu ce qui est en train de se passer, puisque par exemple moi je travaille dans le domaine de la santé mentale. On sait très bien que les secteurs de psychiatrie, les centres médico-psychologiques publics, on a un système de psychiatrie publique qui est complètement révolutionnaire en France, entièrement gratuit et universel. Sauf qu'il est complètement saturé. Donc les gens, quand ils peuvent le payer, se tournent vers des cliniques privées. Et c'est vers ça qu'on se dirige, vers des inégalités et du coup un non-accès pour les personnes qui ne peuvent pas se payer des soins privés qui sont beaucoup plus chers que les soins publics. Donc il faut avoir une vision populationnelle. Moi, je voulais juste réagir sur les commentaires concernant la prévention. Peut-être qu'on pourrait aussi imaginer que ce ne sont pas uniquement les médecins qui sont à la décision sur les questions de santé. C'est-à-dire que, alors, je ne sais pas pour dire qu'il faut plus d'administration ou de gestionnaires, mais par contre, d'autres professionnels de santé, déjà, et puis peut-être aussi d'autres professionnels, des économistes de la santé, des démographes, des sociologues, des spécialistes de santé publique. Ceux qui composaient finalement le conseil scientifique du Covid-19. Un mot de conclusion sur cette question justement à 1 an de la présidentielle. On a vu dans l'étude du Monde combien c'était absolument fondamental aux yeux des Français, combien la santé était fondamentale. Un mot justement sur cette notion de courage dont nous avons besoin. Non, moi j'ai déjà assez parlé, je vous ai donné ma position. C'est aller plus vers la prévention et peut-être commencer à réfléchir sur la solidarité. Et avoir en bruit de fond quand même, finalement, est-ce qu'on continue à aller vers un système qui privilégie la prise en charge des plus anciens, toujours, c'est-à-dire c'est moi-même, ou est-ce qu'on se dit qu'une grande démocratie comme la nôtre doit aussi s'intéresser à la santé des plus jeunes et donc y mettre un certain nombre de moyens? Et enfin, juste pour appuyer ce que vous venez de dire, la santé, c'est bien autre chose que les médecins. Et bien sûr, il faut des nouveaux métiers de santé. Je ne suis pas inquiet sur le nombre de médecins, contrairement à beaucoup de gens. Moi, je ne suis pas inquiet. Je suis inquiet sur le fait qu'on a du mal à créer ces nouveaux métiers de santé qui sont évidemment essentiels pour le suivi, en particulier des personnes les plus âgées. Jean-Yves Blais. Je ne peux pas imaginer qu'il n'y ait pas un projet de santé très innovant et de rupture avec la nouvelle présidentielle. Pour une raison très simple, c'est qu'on est dans une période extraordinaire. On n'a jamais fait autant de progrès médicaux, tant dans le soin d'ailleurs que dans la prévention, les deux étant très connectés qu'on pourrait s'y attendre. Donc c'est une période extraordinaire. Est-ce que ces progrès vont bénéficier à tous, vont bénéficier à tous les Français de manière équitable? Déjà, bénéficier aux Français dans le contexte MFN que l'on évoquait avec nos amis des États-Unis, je ne sais pas, mais en tout cas, on n'a pas le choix. C'est soit on change, soit ça n'existe plus. Et une piste, c'est un moment en conclusion, une piste, il fallait justement envisager un projet très ambitieux, presque de rupture de notre modèle, de notre organisation aussi de santé, notre modèle de santé, notre politique de santé, ce serait quoi? 2 mots simplement, que la science est simplifiée. Merci beaucoup Maria Melchior, Jean-François Delfraissy et Jean-Yves Blais.